Bien, merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui. Pour aimer lire, c'est à peu près la 15e visite du cimetière qu'on fait. Alors, on a changé souvent de thème, on a parlé des soldats, on fait avec la mairie tous les ans le fleurissement des tombes. On avait démarré en 2004 la première fois en parlant des symboles funéraires. Et on va recommencer aujourd'hui. On va reparler des symboles funéraires, mais en écoutant ce que nous demande aussi la Fédération du patrimoine oralpin, on a prévu de parler de quelques dames. Alors effectivement, il n'y a pas de Georges Sand à Chassieux ou de personnages comme ça, ni de Victor Hugo non plus. Hein. Mais bon, on a essayé de trouver dans nos mémoires des gens qui ont été intéressants pour la ville et qui participent de l'histoire de la ville. Donc on va commencer pas très loin d'ici, sur l'allée K. Alors l'allée K, elle est par là, et la tombe 36 qui est juste là. Nicole Guillot, née Corlin. C'est un nom qui parle à beaucoup de monde, tous les gens qui ont habité Chassieux. Hein. Eh oui. Ah. Nicole Guillot, qu'est-ce qu'elle est cette dame? Elle est née en 1948. Et par sa naissance, elle est profondément ancrée dans la commune. Elle a célébré tous les grands événements de sa vie, ici, jusqu'au baptême de ses filles. Et les filles Estelle et Sophie. Auparavant, ses grands-parents, Marius et Léontine Corlin, furent maraîchers à Lavala. Ses grands-parents, Jean-Pierre et Marguerite Bourget, furent fermiers à mi-plaine. Et dans les années 60, ses parents, Jean et Denise Corlin, ont acquis la quincaillerie créée par la famille Finati. Nicole était de formation comptable. Elle a su faire évoluer l'établissement en rajoutant à la boutique les arts de la table et des cadeaux, tout en conservant tout ce qui était la tradition depuis le début de ce magasin, le bois, le charbon et le gaz. Et tout ça avec son époux Roger, jusqu'à la fermeture du rideau en 2015. Le couple a marqué les esprits par sa gentillesse et sa disponibilité. Ils sont partis dans la Drôme, dans un petit village qui s'appelle Sceaux, et pour vivre leur retraite, Nicole s'est éteinte en janvier 2022, elle avait 73 ans, et ses obsèques ont eu lieu à l'église Saint-Galmier, et a permis à la population de Chassieux de donner un dernier hommage à Nicole, qui repose aujourd'hui ici. L'adieu des Chasselands, c'est l'adieu à cette commerçante au cœur d'or. Denise Claude Jeanne Vado. Jeanne Vado, ça ne vous parle pas beaucoup, c'est Madame Flageolet. Pour nous, aimer lire les patrimoines, cette dame était une passionnée d'histoire locale et de lecture. Avec son époux René, elle participe à l'écriture du livre sur Chassieux. Elle est dans les 12 noms qui apparaissent au début. Elle est intéressée par la vie associative parce qu'elle est à Art et Amitié, le théâtre. Elle est aussi à la chorale Saint-Galmier et très longtemps à la GV. Et tout naturellement, elle entre dans la vie publique en 1971 et ce jusqu'en 1995. Sous les mandats successifs de Romain Tisserand, Raymond Joie, Jacques Paoli. Elle sera conseillère dans le premier mandat, adjointe à la culture dans le deuxième, adjointe à l'enfance dans le troisième. Elle fait partie des 2 premières adjointes avec Paulette Ruat, que j'évoque ici, mais qui n'est pas décédée, elle. Voilà. Voilà notre amie Denise Vado. On a attaqué les dames qui ont été conseillères ou adjointes à la mairie de Chassieux. On ne peut pas évoquer tout le monde, mais on ne pouvait pas ne pas évoquer une dame qui s'appelle Annick Henriette Renée Auran, de naissance,
épouse Al-Kostiki. Élue municipale en tant qu'adjointe, adjointe à l'éducation, elle est malheureusement décédée pendant son mandat le 30 décembre 2021. Elle n'avait que 62 ans. Donc, elle n'a pas eu le temps de beaucoup être connue par la population de Chassieux, et c'est une de nos élues, et c'est la deuxième élue qui meurt pendant son mandat, après un monsieur qui est beaucoup plus haut, qui était notre maire, monsieur Barge, en 1884. Nous avons évoqué madame Flageolet, madame Ruat, pas très loin d'ici. Et il y avait une conseillère aussi qui était élue avec ces deux dames quand elles étaient adjointes. C'était André Dupré. André Dupré que nous connaissons tous sous le nom de La Violette. Madame La Violette, encore un grand nom pour aimer lire, parce qu'elle aussi a participé à l'écriture du livre de Chassieux, Madame La Violette. Elle était simplement conseillère, mais elle était présente avec nous pendant un certain temps. Son époux était professeur d'université. Alors c'est des gens qui n'ont pas vécu Chassieux longtemps, mais qui ont ramené à nous l'histoire de Chassieux. Quelques symboles funéraires. En remontant, le premier qu'on trouve, tout simplement, c'est un monsieur qui s'appelle Moreau, la famille Moreau, famille qui n'est pas issue de Chassieux. L'épouse est issue de Chassieux, mais ce monsieur a quasiment jamais vécu à Chassieux. Mais ce monsieur a la Légion d'honneur inscrite sur son stèle. Donc on voit très bien quel est le parcours de ce monsieur qui est un militaire. C'est le premier symbole. Après les symboles, on va en voir beaucoup. Alors, je ne vais pas pouvoir tous les nommer, mais on voit le premier symbole de la chrétienté, c'est la croix. Alors ce n'est pas le premier symbole à l'origine de la chrétienté, parce qu'il a fallu attendre 4 siècles après Jésus-Christ pour commencer à s'intéresser à la croix et la mettre en avant. Et le premier symbole des chrétiens, c'est le poisson, tout bêtement. Alors, je ne vais pas vous les citer toutes, mais il faut traverser, regarder les croix, vous allez voir, elles sont toutes différentes. Il y a des croix simples comme ça, qui sont des croix latines. Et là, c'est une croix latine où quasiment les deux sont de la même taille, les deux branches sont de la même taille. En général, la croix latine, la branche verticale est beaucoup plus grande. Et après, on va trouver des croix Saint-André, on va trouver des croix potencées, des croix fleurs de lycée, etc., etc. On en verra tout le long du parcours. De la même façon, c'est la tombe des Charbonnel. La tombe des Charbonnel, pourquoi je m'arrête là? Parce que le symbole de la tombe au XVIIIe siècle et même avant, c'est ça. On a 4 piliers, on a des chaînes, et on est dans le côté spirituel, et là on est dans le côté profane, et on fait la part entre les deux. Alors intéressante, puisque elle a une colonne brisée. Colonne brisée, ça veut dire c'est un monsieur qui a perdu la vie, rarement une dame, mais ça arrive aussi. Mais en général, un monsieur entre 16 et 40 ans. Donc c'est une vie qui s'est brisée à l'avance, et c'est souvent des militaires. Et on repère qu'effectivement ce monsieur a la médaille militaire et la Légion d'honneur. Enfin, on le voit mal puisque on est à contre-jour, parce que le soleil est là. On devrait faire ça l'après-midi, en réalité. Le soleil serait du bon côté. Voilà. Famille Charbonnel, donc c'est pareil. C'est des gens qui sont nés en Charente-Maritime, enfin lui en tout cas. Il a épousé une Chasselande à un moment où il était en garnison à Lyon, plutôt du côté de Caluire. Et il reviendra, décédé ici, il aura passé 1 an avant sa mort ici. Voilà. Autrement, il a fait toute sa carrière militaire, en passant par Lyon, en allant dans le nord de la France, etc., etc. Alors cette alliance, là, elle est sur le même niveau. De temps en temps, on voit
la main de l'homme qui tend la main à sa femme ou l'inverse. Donc on est sur la symbolique que la mort ne sépare pas le couple. Sur la tombe d'à côté avec la main, il y a aussi le long, on le voit mal, c'est du lierre qui est dessiné sur les côtés. Donc le lierre, il peut poser au pied de la croix, c'est toujours la même idée, le symbole de l'attachement, le lierre, les crampons, mais de l'éternité aussi. L'éternité, c'est tous les végétaux à fleurs persistantes ou à feuilles persistantes. C'est toujours l'éternité. Alors effectivement, il y a des tombes qui sont reprises parce que la famille ne met plus de fleurs, n'est plus entretenue. Donc, monsieur, il serait capable de nous en parler un peu plus. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit plus jamais de fleurissement, etc., la mairie le repère. On met un petit panneau en disant cette tombe sans nouvelles de la famille va être reprise. Et en général, il se passe une période de 2 ans avant qu'elle soit reprise. Donc cette période de 2 ans, nous, on va essayer de l'utiliser avec la mairie, avec les gens qui s'occupent du cimetière, pour récupérer en particulier tous les symboles funéraires ou toutes les stèles qui nous paraisseraient intéressantes. On parlait du bœuf, on le verra tout à l'heure, parce que c'est un symbole rare, le bœuf. Il y en a un, on le verra tout à l'heure. Il y a des fleurs de lys en bout des... Voilà. Il y a des croix potencées, c'est plutôt des espèces d'arrêtoirs, hein, soit des petites branches, soit des... Là, c'est une fleur de lys à chaque bout de la croix. Alors, on s'arrête sur la tombe de Monsieur Delage, hein, malheureusement tué par les Allemands en 1944, quand les Allemands quittaient Chassieux. Monsieur était dans son jardin, tout bêtement. Ce monsieur, il a une particularité, c'est que la croix qu'on voit dessinée, on voit tous les rayons du soleil derrière. Alors, ça représente quoi, ce symbole? Ces rayons de soleil. C'est la bienfaisance du Seigneur, son pouvoir éclatant et l'influence très violente du Seigneur sur ce qui est arrivé à cette personne. Donc c'est le seul tombe où il y a comme ça des rayons de soleil, enfin des rayons de soleil qui apparaissent. Oui, c'est repris sur le pot. Alors il y a beaucoup de pots qui reprennent les initiales. Là. Le pot qui reprend, on le trouve sur la tombe de Nicole Guillot aussi, etc., etc. C'est pas rare de reprendre. Ah, une dame de Chassieux qui est là. Donc on a une stèle surmontée d'une croix un peu simple, mais qui est métallique. Vous voyez, on a fait des enjolivures un peu au bout de la croix. Et cette dame, elle s'appelle Marie-Benoît de Bourget. Et Marie-Benoît de Bourget, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'il y a sur la tombe une épitaphe. Elle passa en faisant le bien. Voilà. Épitaphos, en grec, ça veut dire sur la tombe. Donc c'est bien sur la tombe qu'on a mis une épitaphe. Donc c'est une inscription funéraire. En général, ça célèbre soit la vertu du décédé, soit un trait de son caractère ou ce qu'elle était. Alors cette dame, qu'est-ce qu'elle était? Et c'est marqué au-dessus, elle a été décorée du mérite diocésain. C'était la sacristine et celle qui faisait le catéchisme aux enfants à Chassieux pendant 38 ans. La famille de Gridine, pour les dames qui s'intéressaient à la croix orthodoxe. On voit la croix orthodoxe devant le nom de Basile de Gridine. Basile de Gridine et son épouse, mademoiselle Dupuis, habitaient Mont-Saint-Paul. Basile est né à Saint-Pétersbourg, donc il est russe et catholique orthodoxe. C'est bien une croix orthodoxe. Alors, croix orthodoxe, qu'est-ce qu'elle a de plus que la croix latine?
Elle avait une petite barre en haut. Qu'est-ce qu'il y avait sur la croix du Christ? Elle est marqué Inri en haut, qui veut dire Roi de Nazareth. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Parce que le I et le J, ça se confond. Donc c'est ce qu'il y avait marqué en haut. Et en bas, il y a une barre. Sur les croix orthodoxes, on a la place pour poser les pieds. Et sur les croix orthodoxes, de temps en temps, elle est dans le sens, de temps en temps, elle est dans l'autre, de temps en temps, elle est à plat. Donc les orthodoxes russes, ils ont la croix qui penche du côté du bon larron. C'est-à-dire que Jésus a été crucifié entre deux voleurs, les larrons, et il y en a un qui l'a confessé. Le bon larron a confessé et ça penche du côté du bon larron. Voilà. La croix grecque, elle est plate, mais il y a les orthodoxes grecs, elle est pas, ça penche pas d'un côté. Voilà. On va parler d'une autre jeune fille. Elle s'appelle Lucie Cusin-Gemme. Alors je m'arrête sur la toile de Basile parce qu'il est né à Saint-Pétersbourg et Lucie Cusin-Gemme aussi est née à Saint-Pétersbourg. Non, c'est pas la fille de ce monsieur. Elle est décédée en 84, lui est décédé en 83. Mais en 1900, elle a 1800. Ils ont 100 ans d'écart. C'est quoi cette Cusin-Gemme? Elle a quelque chose d'intéressant. On voit des immortels en couronne. La couronne ou le cercle, c'est l'éternité. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est comme l'alliance. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Quand on voit l'alliance, hein, on ne détruit pas le mariage. Et puis il y a un petit ruban qui tient cette couronne. C'est l'âme du défunt qui s'en va vers l'éternité. Donc pourquoi les Cusin-Gemme ici, hein? Le 29 juillet 1866, il y a une dame de Chassieux qui s'appelle Claudine Copona, au hasard. Et Copona, c'est connu à Chassieux. Hein? Elle est veuve d'un monsieur qui s'appelle Benoît Cusin. Benoît Cusin-Gemme. Ils sont enterrés en face. Il y a de l'autre côté, les Cusin-Gemme. Cette dame est veuve et propriétaire de biens. Elle considère qu'elle n'a plus les moyens de les faire fructifier parce qu'elle est trop vieille. Voilà. Donc, elle décide de donner à ses enfants. 4, une fille, 3 garçons. Le premier s'appelle Benoît Cusin. Elle a épousé M. Berlioz, elle habite Chassieux. Ils sont ouvriers en soie. Le deuxième s'appelle Jean-Guillaume Cusin, il est ouvrier en soie, il est à Chassieux. Le troisième s'appelle Benoît Cusin, il est teinturier à Lyon, avenue de Saxe. Et le quatrième, il est teinturier, il s'appelle Claude, à Saint-Pétersbourg. Le monsieur est parti, il est parti à Paris. De Paris, il est allé à Berlin et il a fini par arriver à Saint-Pétersbourg. Et c'était un des derniers teinturiers du tsar. Voilà. Ce monsieur a eu une fille à Saint-Pétersbourg. Il a eu une deuxième fille 10 ans plus tard, Marie. Cette fille, à l'âge de 16 ans, est venue parce qu'elle ne connaissait pas sa famille. Les Copona, ils sont loin, hein, il y en a partout maintenant. Et donc, il n'y a pas que des Copona dans sa famille, il y a d'autres noms de famille, mais il y a des gens qui habitent le Rhône. Donc, elle vient à l'âge de 16 ans pour faire le tour un peu de la famille, elle passe à Chassieux, et elle va voir des parents à Chénas, dans le Beaujolais. Et c'est là-bas qu'elle décède. Elle a 16 ans. Et la famille décide de l'enterrer ici. Sa petite sœur ne connaîtra pas la révolution russe, elle sera partie avant. Elle va épouser quelqu'un à Paris. Ce quelqu'un à Paris va la voir disparaître très vite, elle va mourir assez vite. Ce monsieur se remarie avec une dame du Doubs qui viendra décéder en Isère. Comme quoi,
on revient toujours au point de départ d'une manière ou d'une autre. Alors ça fait partie des tombes qui sont à reprendre. Hein. Et cette tombe, elle a effectivement plus grand chose. On ne voit plus du tout la plaque. On ne sait plus qui sont les gens qui sont là. C'est la famille Merlin-Lalisse, en réalité, qui sont là. Merlin-Lalisse. Donc, c'est quoi ce symbole, ce bœuf? Hein? C'est un très rare motif, le bœuf, on en trouve très peu. Le bœuf, en symbolique religieuse, c'est le symbole de la puissance et de la bienveillance. Dans l'Antiquité, le bœuf était l'animal par excellence que l'on sacrifiait aux divinités, notamment celle de la terre, de l'agriculture. On immolait les bœufs blancs pour Zeus, le dieu suprême, et les bœufs noirs pour Hadès, le dieu des morts. Dans le Nouveau Testament, le bœuf est l'animal emblématique de Saint Luc. Il figure à côté de l'âne, effectivement, dans la crèche, et il veille sur l'enfant Jésus. Et dans l'iconographie de la Nativité, le bœuf symbolise le Nouveau Testament, tandis que l'âne, c'est l'Ancien Testament. Là, c'est plus simple que ça. Dans la famille, il y avait un boucher. Et c'est pour ça qu'il y a un bœuf. On dirait une trèfle. Là, c'est une fleur à 4 feuilles. Sinon, il y a des pensées à 5 feuilles, c'est les 5 plaies d'Égypte, etc., etc. Il y a tous les symboles qui apparaissent. À une époque, on faisait beaucoup, effectivement, des croix comme ça, avec des cœurs, où on mettait le nom des personnes décédées. Et vous passez devant une tombe un peu particulière, Monsieur Larama, qui est enterré là. C'est celui qui a donné la place pour mettre la mairie d'aujourd'hui. C'était Oui, à la mairie, c'était la famille Larama qui. Voilà, il y avait une ferme Larama. Oui, ferme Larama, oui. Voilà. De l'année 1820 jusqu'aux années 1890, Chassieux avait un X en général. Pas toujours, mais en général un X. Voilà, donc on devait pouvoir voir sur plusieurs tombes Cousin James, etc., etc., sur la croix du cimetière. Ce symbole, qu'est-ce que c'est que ce symbole là-haut? Donc il y a l'alpha et l'oméga, effectivement, je suis le début et je suis la fin. Le Seigneur qui dit ça, et le XP. S'appelle un chrisme. Le chrisme, ça représente le Seigneur, le Jésus. Donc voilà. Le XP, c'est un symbole chrétien formé par les deux lettres X et P. Hein, c'est les deux l'une sur l'autre. Et dans l'alphabet grec, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Avec Constantin, ça apparaît. C'est la mère de Constantin qui... Voilà. Constantin, d'ici, de Lyon. Non, mais dans les cimetières, généralement. Le chrisme, on en voit à partir du 5e, 6e siècle, on en voit. Et là, on dit que ça sert d'en produire de ce genre de symbole et de ce genre de... Ah, tout ce qu'on voit ici, c'est plutôt les années 1830, 1850, et là, il y a énormément de symbolique autour des tombes. À peu près au moment, juste avant et à la création du cimetière. C'est pour ça qu'on en trouve beaucoup dans l'ancien cimetière. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de symbole en dessous, mais ce sont des symboles différents et pas toujours, qui sont quelquefois en lien avec la personne. On voit un monsieur en train de chasser. Bon, c'est pas particulièrement religieux, mais bon, pourquoi pas, hein, moi je n'ai rien contre ça. Quand on est sur la tombe de notre conseillère, malheureusement décédée, Annika Agostiti, il y avait
plein de lunes et des étoiles. Voilà, ben, elle est partie rejoindre les étoiles. Voilà. Donc il y a des symboles un peu plus simples aujourd'hui, mais de temps en temps on trouve encore des symboles funéraires, puisqu'il y a quelquefois des gens qui mettent le Christ, enfin ou le visage, ou un Christ en croix, etc. Tout existe. Effectivement, il faut être dans ceux qui ont cherché depuis un certain temps pour savoir qui est là, puisqu'il n'y a plus rien de marqué. Hein. Donc c'est une dame qui s'appelle Clotilde Fayolle, que tout le monde connaissait à Chassieux sous le nom de la demoiselle au chat. Elle est née en 1887 et elle est morte en 1973. Voilà. Elle avait une passion pour les chats. Plus particulièrement la race Isabelle. La race Isabelle, c'est des chats qui sont noirs, blancs, roux. 3 couleurs. Et qui sont majoritairement des chattes. Voilà. Voilà. Donc, elle en possédait une colonie, dit l'histoire. Il y en avait 10 à peu près, 10, 12. Mais elle faisait une large progéniture. Et donc, la demoiselle au chat, avec parcimonie, c'est une copine à elle, donnait les chats à Chassieux. Oui, voilà. Et voilà, la gentillesse de Clotilde Fayolle est légendaire. Elle faisait remarquer avec humour. Alors, les gens de l'époque disaient que c'était l'humour anglais, parce qu'elle avait un chat qui, en miaulant, faisait Mao. C'était un chat chinois. À côté de la cure. À côté de la cure. Voilà. Et comme nous parlons des chats femelles tricolores, ils sont considérés comme des porte-bonheur, porteurs de prospérité. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a les autres qui arrivaient. Donc effectivement, c'est pas la première fois qu'on fait la visite. On a recommencé parce qu'on a modifié un peu ce qu'on voulait faire. On n'a jamais parlé des dames particulièrement de Chassieux, qui ont peu fait l'histoire de Chassieux, donc on a essayé de repérer quelques personnes qui sont présentes ici et qui font partie de l'histoire de Chassieux. Voilà. Mais on a coupé la porte en deux en disant on va refaire un peu le thème qu'on avait fait pour la première visite en 2004, c'est parler des symboles funéraires. Quand on regarde en particulier l'ancien cimetière, qui est un cimetière qui a démarré en 1879, à cette époque-là, il y avait beaucoup de choses à voir sur les tombes. Vous voyez, il y a un escalier là, un symbole. On part du côté terrestre et on monte au ciel. Voilà. Donc il y a plein de symboles un peu partout comme ça. Donc on va commencer en passant par des dames qui ont marqué la vie Chasseland et on va pas aller très loin puisqu'on va aller sur la tombe 436 qui est juste à côté de moi. Nicole Guillot. Nicole Guillot, née à Chassieux. Nous sommes le 1er octobre 1948 et qui s'appelle Nicole Corlin par sa naissance. Elle est profondément ancrée dans la commune puisqu'elle a vécu tous les événements de la vie, le baptême de ses filles, en particulier qui est présente avec nous aujourd'hui, mais son mariage, etc., etc. Elle a célébré tous ces grands moments de sa vie. Et donc, auparavant, ses grands-parents, Marius et Leontine Corlin, étaient maraîchers à la Valla, le long du Mont-Saint-Paul, et ses grands-parents, Jean-Pierre et Marguerite Bourget,
était fermier à mi-plaine, dans la plaine, un peu plus loin. Dans les années 60, ses parents, Jean et Denise Corlin, ont acquis la quincaillerie créée par la famille Panetti. Donc, sur la rue de la République, un peu plus bas. Nicole, par sa formation, était comptable. Et elle fait évoluer l'établissement en rajoutant une boutique d'art de la table et de cadeaux, tout en conservant tout ce qui était les services traditionnels de cette boutique, tout ce qui était les combustibles, le bois, le charbon, le gaz, avec son époux Roger. Et ils ont fermé les rideaux en 2015. Le couple a marqué les esprits chasselans par leur grande gentillesse et leur disponibilité pour la clientèle. Ils sont partis dans la Drôme, où vit toujours, et ils ont passé leur retraite. Et Nicole s'est éteinte en janvier 2022, à l'âge de 73 ans. Ses obsèques ont été célébrées à l'église Saint-Galmier, ce qui a permis aux chasselans de pouvoir participer, montrer la reconnaissance de tout le travail qu'elle avait effectué. Elle est enterrée ici depuis. Et l'ultime adieu a montré que cette commerçante avait un vrai cœur d'or. Beaucoup de gens étaient là. Donc nous nous sommes permis de fleurir avec un œillet d'Inde dans la tombe. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je vous en prie. Ma maman, elle est née à Chassieux. Mmh. Il y a eu tous ses aïeux aussi. Oui. Donc, à l'église de Chassieux, elle a évidemment tout fait. Du baptême jusqu'au décès. Oui. Et c'est à l'église de Chassieux, lors d'un mariage d'amis, qu'elle a rencontré mon papa. Voilà. Donc Chassieux est important. Elle le rend bien à Chassieux parce qu'il est toujours avec nous. Anne Vadot. Alors, Madame Vadot, c'est pas connu à Chassieux, c'est Madame Flageolet. Madame Flageolet, pour nous, à aimer lire et patrimoine, cette dame était passionnée d'histoire locale et s'intéressait à la lecture. Avec son époux René, elle a participé à l'écriture de livres sur Chassieux. Elle fait partie d'un certain nombre de personnes. Elle était intéressée par la vie associative, puisqu'elle a œuvré à Art et Amitié, le théâtre, à la chorale Saint-Galmier, la chorale paroissiale, et très longtemps à la GV. Tout naturellement, elle est rentrée dans la vie publique à partir de 1971 jusqu'en 1995. Elle a exercé sous les mandats de Romain Tisserand, Raymond Joie et Jacques Paoli. Avec Raymond Tisserand, elle était conseillère. Avec Raymond Joie, elle était adjointe à la culture. Et avec Jacques Paoli, elle était adjointe à l'enfance. Donc c'est une dame qui nous intéresse et je vais associer à cette dame Paulette Ruat, qui était aussi, qui n'est pas décédée, hein, cette dame, mais qui était aussi adjointe avec elle dans le première fois où il y a eu des adjointes femmes. Elles étaient deux, Paulette Ruat et Denise Flageolet. Madame Annick Henriette Renée Oran, c'est sous ce nom qu'elle est née, épouse Agostiti. Abdel Agostiti, très connu sur Chassieux, du côté du sport. Mais cette dame avait été élue à la mairie de Chassieux, elle était conseillère, elle aussi, et malheureusement, elle est morte pendant son mandat. Elle n'avait que 62 ans. Voilà, elle était adjointe à l'enseignement.
Il n'y a que 2 élus qui sont morts pendant leur mandat. Donc c'est la première conseillère, malheureusement pour elle. Et un peu plus haut, on n'est pas passé devant, mais il y a la tombe de Monsieur Barge, qui est décédé pendant son mandat en 1884. Madame la Violette. Et Madame la Violette, elle était aussi à aimer lire. Elle a aussi participé à l'écriture de... Et avec les dames que j'ai évoquées tout à l'heure, elle était conseillère municipale en même temps que ces dames. Voilà. Donc, le couple Flageolet-La Violette a œuvré pour l'histoire locale au sein de notre association. Et donc, c'est tous des gens qui n'ont pas obligatoirement vécu très très longtemps à Chassieux. Ils ne sont pas nés là, ils ne sont pas mariés là, mais ils ont vécu à Chassieux. Ils ont eu des enfants, mais ils ont surtout cherché l'histoire de Chassieux, ils l'ont écrite. S'arrêter sur la tombe de 2 personnages qui n'ont quasiment pas vécu à Chassieux, Monsieur Moreau et Monsieur Charbonnel un peu plus loin. Ce sont des militaires qui ont épousé des Chasselandes et qui n'ont pas beaucoup vécu, parce qu'un militaire, eh bien, ça bouge beaucoup. Et ce monsieur, il a été honoré de la médaille militaire, donc ça apparaît sur sa tombe. Et on voit un bouquet de pensées au-dessus, un ruban, et ça tient la médaille militaire. Voilà. Donc on retrouve beaucoup de médailles comme ça, la Légion d'honneur. On a même une colonne là-bas qui est tombée malheureusement, elle est un peu à l'envers. Et il y a une médaille coloniale là-bas, quelqu'un qui a fait une bonne partie de sa carrière dans les colonies, en Afrique en particulier. Voilà. Donc les militaires, on les repère souvent par ça. Mais il y a d'autres symboles qui apparaissent, la pensée, hein, le souvenir. Encore militaire, mais ce qu'il y a d'intéressant, voilà à quoi ressemblaient pendant très longtemps les tombes. On a 4 piliers et on met une chaîne. On sépare le côté profane du côté spirituel. C'est le côté pour les morts, c'est le côté pour les vivants. Une colonne brisée. Ça veut dire que c'est une personne qui est morte relativement jeune. On dit entre 16 et 40 ans en général, quand on voit une colonne comme ça. Donc c'est quelqu'un qui est mort à la guerre ou qui est mort d'accident. Ou... Bon, là, effectivement, on voit la médaille militaire, on voit la Légion d'honneur. C'est un monsieur qui est né en Charente-Maritime, qui a fait tout un tas de guerres et qui, à un moment donné, est passé par Caluire. Il était basé par là-bas, en tant que militaire. Il a rencontré une Chasselande. Il a eu un enfant avec elle. Il l'a épousée 10 ans plus tard. Et quand j'ai fait de la recherche sur ce monsieur, j'ai aperçu que en 1904, il a demandé à recevoir sa retraite à Chassieux. Et en 1905, il est mort à Chassieux. Donc vous voyez, il a passé un an à Chassieux avec son épouse, mais le reste du temps, il s'est baladé un peu partout en France. Voilà, le symbole. Alors si vous trouvez un obélisque tronqué ou des choses, tout ce qui est un peu tronqué, c'est souvent parce qu'il y avait un accident ou un décès relativement jeune. On voit 2 mains qui se tiennent. Donc les Marseillais appellent ça l'alliance. C'est 2 mains gauches, une main d'homme qui tient une main de femme. Et en général, sur le doigt, il y a l'anneau, l'alliance. Là, elle n'est pas très visible. Sur d'autres tombes plus loin, on verra que c'est visible. Bon, c'est le symbole de l'amour. Il ne se sépare pas avec la mort. Voilà. Alors, de temps en temps, on voit que là, ils sont au même niveau. De temps en temps, les 2 personnages ne sont pas morts à la même date, ce qui n'est pas vrai non plus ici. Et on met la main de l'homme qui prend sa femme et qui l'amène avec lui, ou inversement. On entend le symbole est un peu bousculé. Autour, il y a du lierre, on voit en haut. C'est pareil, c'est l'attachement, la persistance, l'éternalité.
quelqu'un qui a été tué en 1944 par les Allemands. Il y a un monsieur qui est né dans les Hauts-de-Seine, qui est venu se marier à Lyon. En 1921, il s'est marié. En 1922, son épouse décédée. Il a quitté Lyon, il est venu s'installer un peu plus à la campagne à Châtieux. Et en 1944, il a été tué par les Allemands. Voilà. Donc ce monsieur est là, et sur sa tombe, sur sa stèle, on a mis une croix, vous voyez, et autour, on a mis un rayon de soleil, des rayons de soleil qui apparaissent. C'est relativement rare, mais voilà. Ces rayons de soleil, bah, c'est Dieu Tout-Puissant, c'est la persistance, c'est le souvenir, c'est tout ça qui apparaît. Le pouvoir éclatant. L'astre roi, le soleil. Genouillé là-haut aussi. C'est une très belle tombe, effectivement. Avec beaucoup d'amour, puisqu'il y a beaucoup de roses. On va avoir une tombe beaucoup plus simple. Et celle-là. Donc, une croix en fer. On en trouve pas mal. Avec un minimum de fioritures au bout des branches. Mais c'est la personne qui est enterrée là qui est plus importante, puisque on n'en a pas vu beaucoup, mais il est marqué « Elle passa en faisant le bien ». Il y a une épitaphe sur sa tombe. Épitaphe, ça vient de épitaphios, en grec, qui veut dire sur la tombe. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une épitaphe. Donc cette dame, elle s'appelle Marie-Benoît de Bourget. Elle était raccommodeuse. Elle est restée célibataire. Alors raccommodeuse, ça veut dire qu'elle passait de maison en maison pour aller raccommoder chez les gens le linge. On ne l'amenait pas le linge, elle passait chez les gens. Elle trouvait une machine à coudre, elle l'utilisait. Elle ne trouvait pas de machine à coudre, elle faisait à la main. Voilà. Donc tout le monde la connaissait à Châtieux. Et tout le monde la connaissait parce que, en plus, il y a marqué qu'elle a reçu le mérite diocésain. Elle était sacristine et elle a fait le catéchisme pendant 38 ans à Châtieux. Cette dame. Elle est restée célibataire et voilà. Elle est reconnue, elle est là. Et il y a des dates dessus. Il y a marqué 1973, je crois. Mais on la voyait mieux hier à sec qu'aujourd'hui. Donc c'est relativement récent, mine de rien. Et elle a trouvé place dans l'ancien cimetière Malbec. La famille de Gridine. Alors, Basile de Gridine, c'est marqué là. Il est marqué qu'il est né à Saint-Pétersbourg, en Russie. Ce monsieur. Qu'elle épousait une des sœurs du Puy. Les sœurs du Puy étaient connues à Châtieux. Donc il est mort en 83, il est mort en 97, donc c'est relativement récent. C'est un Russe blanc qui a quitté la Russie après les événements russes et la révolution russe. Et il n'a pas souhaité vivre trop longtemps là-bas. Et ce monsieur habitait Mont-Saint-Paul avec son épouse. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur cette tombe? C'est la croix qui est devant ce monsieur. Vous voyez, la croix, il y a une petite traverse en haut et une traverse de travers en bas. La petite traverse en haut, ça correspond à quoi sur la croix? Sur la croix du Christ, on lui avait mis une étiquette en haut, Inri, qui veut dire, voilà. Donc c'est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Parce que les J et les I, c'est la même chose, entre guillemets. Voilà. Donc il y avait l'indication de la personne, et en bas, c'est la traverse pour mettre les pieds, et elle penche d'un côté. Donc dans la tradition orthodoxe, il y a des croix qui penchent à droite, il y a des croix qui penchent à gauche, il y a des croix qui sont des traverses qui sont plates. Quand on est sur l'orthodoxe grec, c'est plat. Quand on est sur orthodoxe russe,
sa penche, et sa penche du côté du bon larron. Ah oui. Jésus a été enterré entre deux voleurs. Et il y a ce qu'on appelle le bon larron et le moins bon larron. Le bon larron, c'est celui qui l'a. C'est lui qui l'a fait dire, confesser le jour de son décès. Donc voilà, c'est pour ça que ça penche vers le bon larron. On va trouver un autre style de croix. Hein. Ça s'appelle des croix potencées. Il y a les bouts des traverses ou les bouts des branches ont un peu des... Mais ça peut être des fleurs de lys, ça peut être des fleurs, ça peut être des trèfles. Alors, il y a les croix tréflées, des croix à fleurs de lysée, etc., etc. Là, c'est des croix potencées. Ici repose Lucie Cusin-James, née à Saint-Pétersbourg aussi. Donc là, on est en 1866. En 1866, il y a une dame de Chassieux qui s'appelle Claudine Copona. Vous faites le tour des tombes, vous allez trouver pas mal de tombes Copona. C'est une vieille famille chassande. Quand on regarde le parcellaire c'est le cadavre de 1701. C'est avant le cadavre de Napoléon. Il y a 4 maisons, 4 fermes qui sont des fermes Copona. Donc c'est une famille qui est là depuis très longtemps. Et un des anciens Copona était huissier de justice. Donc cette Claudine Copona, en 1866, se fait vieille. Elle avait épousé un monsieur qui s'appelait Cusin, Benoît Cusin, dit James. C'est pour ça que vous voyez Cusin-James apparaître. La famille Cusin-James, elle est en face. Ce dont je parle, Benoît et son épouse, ils sont en face. Voilà. La famille Cusin-James, donc cette dame, à 60 ans vieille, elle a des biens sur la commune et ailleurs. Et donc elle partage ses biens entre ses enfants. Elle a une fille qui a épousé un monsieur Berlioz, qui apparaît là. Elle a trois hommes, un qui est ouvrier en soie, elle aussi est ouvrière en soie. Et les 2 derniers, ils ont quitté Chassieux. Le premier, il n'est pas allé très loin, il est teinturier. Il est avenue de Saxe, à Lyon. Le deuxième, il est aussi teinturier. Il est parti un peu plus loin, puisqu'il est allé faire teinturier à Paris. Il a rencontré une dame qui s'appelait Henriette Doroth. Il l'a amené avec elle. Il est passé par Berlin. Je ne l'ai pas trouvé, mais c'est sans doute là qu'il l'a épousée. Et il a terminé à Saint-Pétersbourg. Et il a eu des enfants. Il a eu des enfants, dont Lucie Cusin-James. Et pour ce partage, il était déjà à Saint-Pétersbourg. Donc c'est son oncle, Michel Copona, qui va s'occuper de récupérer les terres et les biens, etc. Et l'année suivante, pour le mariage de sa cousine, le papa, il vient. Et il va faire ses transactions, ses biens. Et Lucie, au bout d'un moment, elle demande à aller voir sa famille en France. Et à l'âge de ses 16 ans, on lui permet de venir. Donc elle vient en France pour rencontrer sa famille, les Copona et les autres familles de la famille. Donc elle passe un moment à Chassieux. Elle va dans le Beaujolais, dans un petit village qui s'appelle Chénas. Et c'est là qu'elle décède. Elle a 16 ans. La famille Copona la récupère. Et c'est pour ça qu'elle est enterrée ici. La famille est plutôt là. Mais on voit que dans la famille, il y a des gens qui s'appellent Palandre. Et on voit que on a enterré avec elle un Berlioz, un Palandre. C'est des cousins à elle, qui n'ont pas pu être enterrés dans le caveau familial. Donc ils ont été mis avec Lucie. D'orthographe, il y avait X à Chassieux avant. Alors, dans les années 1800, à peu près entre 1820 et 1880-90, il y avait un X à Chassieux. Voilà. Donc, c'est pas une faute. James, ça peut venir d'où de D. James? Alors, C'est un surnom? c'est-à-dire que quand on remonte la famille, 3 générations avant, il y a un Benoît Cusin qui est dit James. En réalité, c'est marqué sur son acte de mariage. C'est-à-dire que tout le monde l'appelle James, alors qu'il s'appelle Benoît. C'est pas pourquoi. Donc au début, il y a marqué dit James, et puis au bout d'un moment,
ben, c'est le cousin James. Alors, quand on regarde au niveau des parents de Lucie, ils sont 7 enfants. Alors, le premier, il s'appelle cousin tout court, le deuxième, il s'appelle cousin avec un Z, le troisième, il s'appelle cousin James, le quatrième, et voilà. Et tous, ils ont des noms différents sur l'orthographe et le fait que James apparaît ou pas. Là, c'est pour ça que là, c'est des cousins avec un S, là, c'est des cousins avec un Z, ou S et Z. Voilà. Mais c'est le curé qui est là au moment où on écrit, il écrit comme il entend. Parce que les gens ne savent pas obligatoirement tous lire et écrire. Le bœuf est le symbole de la puissance et de la bienveillance. Dans l'Antiquité, le bœuf était l'animal par excellence qu'on sacrifiait aux divinités, hein, notamment celle de la terre pour l'agriculture. On immolait des bœufs blancs pour Zeus, le dieu suprême. On inhumait des bœufs noirs pour Hadès, hein, le dieu souterrain. Voilà. Alors, il était là, le monsieur était tout simplement bouché. C'est pour ça qu'il y a un bœuf sur sa tombe. Donc, alors ça, on en a déjà parlé avec la mairie. On va essayer de conserver la stèle et la plaque avec le bœuf. C'est-à-dire que, bon, la tombe soit reprise, on peut pas leur interdire, mais il faut essayer de garder des symboles comme ça qui sont un peu rares. Et on va essayer de le repositionner sur un mur un peu libre, plutôt les murs de l'extérieur là-bas. Voilà. Donc ici, c'est Jacques Fourier. Donc voilà, c'est lui qui a mis en place le fait qu'on ait des cahiers pour écrire ce qu'il disait dans les conseils municipaux. Il n'y en avait pas avant, en 1840. Alors il y avait une croix au-dessus, hein, qui est tombée. Et c'est une pensée, hein. C'est une pensée. Voilà, c'est une pensée. Alors, on s'est aperçu, les anciens des Milliers, qui voulaient supprimer cette tombe pour faire un passage. Et donc, il n'a pas été supprimé, puisqu'il est toujours là. Mais ils avaient prévu de supprimer cette tombe parce qu'ils voulaient faire un passage. Bon, on a créé quand même un peu le passage au milieu, mais on n'a pas enlevé la tombe. Donc, on va voir ce symbole, en réalité. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce symbole? Il y a des gens qui connaissent. Hein, pardon? Il y a alpha et oméga, oui. Je suis le début, je suis la fin, dit le Seigneur. Et au milieu, ça s'appelle le chrisme. Le X et le P. C'est le symbole du Christ, aussi. Voilà, ça s'appelle le chrisme. Et parce que dans ce genre de symboles, on utilise les symboles grecs ou les symboles anciens. Et l'alphabet grec, il commençait par ces lettres-là, il finissait par ces lettres-là. En réalité, c'est un rho. Le P, c'est un rho. Et le X, c'est un qui. En alphabet grec. Les premiers à avoir répandu le christianisme, c'était les Grecs. Et au début, on faisait la messe en grec, avant de la faire en latin.